On découvre enfin l'origine des univers. Quel sera le plan d'Alinsu pour récupérer la Dragon Ball à une étoile? Quelle incohérence risque de provoquer ces révélations de Shin? Et comment l'ère du deuxième Makai risque de tout chambouler? On va voir ça dans ce DB Review. Salut les Saiyans, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour parler de l'épisode 10 de Dragon Ball Daima au cours d'une analyse, d'une review complète, le DB Review que vous aimez tant sur cette chaîne. N'hésitez pas évidemment, si vous aimez ce format, à le partager. Voilà, on compte sur vous, hein. Partage, abonnez-vous les amis, et puis on compte aussi sur tous vos commentaires, parce que je pense que cet épisode fera parler, donc l'espace commentaire est prévu à cet effet. On commence sans plus tarder, parce que cette review, vous allez voir, elle va pousser le bouchon un peu loin, Maurice, avec au scénar, comme d'habitude, Yuko Kakihara, et un petit synopsis qui nous dit quoi? Majinku arrive au palais du premier Makai pour défier le Tamagami Number 1, qui détient la Dragon Ball à une étoile. Il engage le combat, mais est surpassé par l'entité créée par le vieux Neva. Il abandonne donc, laissant sa maîtresse Aninsu pantoise. Pendant ce temps, les groupes de Goku et Vegeta arrivent tour à tour dans le deuxième Makai et se retrouvent sur la planète où vivaient autrefois les Namek. Entre-temps, Vegeta s'est disputé avec Hypebeast et le groupe de Goku s'est fait attaquer par un Kraken, un monstre des profondeurs. Pansy a sauvé la Dragon Ball in extremis, mais ils ont perdu leur vaisseau une nouvelle fois. Tout le monde poursuit donc l'aventure au sein de l'avion volé par le roi Kadan, jusqu'en direction du prochain Tamagami. Voilà pour ce petit synopsis qui vous rafraîchira la mémoire si vous avez vu l'épisode il y a quelques temps, ou si peut-être vous regardez plusieurs mois après la diffusion. Mais on va voir ce qu'on a appris avec cet épisode 10. En conservant l'avion de la police militaire, la Kempeitai, le groupe de Goku utilise le mot de passe 1022 reçu précédemment et passe ainsi dans le deuxième Makai. Shin suggérait de passer directement au premier Makai, mais Goku lui rappela qu'il leur fallait d'abord récupérer la Dragon Ball de ce deuxième monde des démons. Et comme la vie de Dende n'est pas plus en péril que ça, visiblement, il décide quand même de le traverser, justement pour obtenir cette fameuse boule. Et de son côté, le groupe de Piccolo se dit que comme Dende est rajeuni, leurs Dragon Ball ne seront pas réactivables pour formuler le souhait de retrouver leur forme normale. Il leur faut donc impérativement obtenir les Dragon Ball locales. Ils se mettent donc, eux aussi, à la poursuite des boules magiques du Daimakai, plutôt que de suivre l'invitation de Goku d'aller botter l'arrière-train de notre cher Goma. Arrivé dans le deuxième Makai, Glorio explique que l'air de ce monde n'est pas lourd, comme l'était celui du troisième Makai. On peut donc voler plus rapidement. C'est donc déjà la fin du nerf, ou de la condition de restriction si vous préférez, qu'on avait dans le Daimakai. Mais en dépit de ça, Goku dira plus tard à Vegeta que dans leur état actuel, ils ne sont pas grand chose face au Kraken. Ce que perso j'ai trouvé bizarre, mais on en reparlera tout à l'heure. Le Kraken, justement, c'est une espèce qui vit dans les profondeurs du deuxième monde des démons, d'où le titre de l'épisode. Shin s'inquiète de savoir s'il y en a encore, et Glorio explique qu'ils sont nombreux. On réalise peu après qu'il s'agit du gros monstre marin que l'on voyait déjà furtivement dans un des trailers de la série. Goma et Deges ont cessé de regarder le passé et regardent désormais le présent. C'est bien, ils avancent, mais à cause de ça, et donc du fait qu'ils regardent ce qu'il se passe dans le deuxième Makai, ils loupent totalement l'affrontement entre le Tamagami et Majinku, et donc la tentative de rébellion d'Alinsu. Ça n'empêche cependant pas le Daimao d'ordonner à ce que toute la police militaire se regroupe dans le premier Makai pour le défendre. Aussi, si la planète Namek ressemblait autant à cet endroit que l'on découvre dans cet épisode, qui se révèle être le berceau du peuple Namek, c'est sûrement car, comme l'explique Shin, les Namek ont dû emmener avec eux un peu de la flore locale pour la planter sur leur nouvelle planète. Goku, qui avait faim et avait perdu un peu d'énergie, retrouve totalement ses forces après avoir mangé un Katsumushi, ou Résuroptère comme ils sont appelés dans les subs. Il ne lui en reste donc plus que 2 sur les 3 qu'il avait. Et ça marche particulièrement bien, même si c'est dégueulasse. Sinon, dans cet épisode, Piccolo explique que son géniteur, donc Katatz, et non pas son père, comme c'est écrit dans les sous-titres, puisque ils sont asexués, les Namek. Katatz, dont on connaît le nom, rappelez-vous, puisque c'était évoqué par le grand doyen dans le manga, vivait autrefois dans le deuxième Makai. C'est une info importante, car ça chamboule pas mal la chronologie. On sait que la catastrophe qui a eu lieu sur la planète Namek s'est produite à l'âge 261 du calendrier, soit exactement 513 ans avant l'arc Majin Buu. Katatz a donc quitté cette planète à cette occasion et a laissé son enfant sur Terre, celui qui est devenu ensuite Dieu et Piccolo comme on le sait. Ça pose donc la question de son âge, car les combats entre les Kaioshin et Majin Buu remontent eux à plusieurs millions d'années. Hypebeast ne savait pas qu'il y avait un Kraken, sinon, puisque c'est aussi sa première fois dans le deuxième Makai. Seuls Glorio et Shin sont donc déjà venus. Et info super importante,
les Namek étaient apparemment exploités pour leurs pouvoirs précieux et traités limite comme des esclaves par les anciens Daimao. Ça explique donc pourquoi Goma, actuellement, veut exploiter les pouvoirs de Dende, lui aussi. Ouais, certainement. Autrefois, le bon Daimao, qui régnait sur le royaume des ténèbres, a demandé à un super Majin nommé Laimus d'étendre le royaume. Celui-ci a donc créé différents univers qui y seraient reliés. On note que Laimusu, en japonais, est probablement l'anagramme de slime, donc slime, comme le suppose Herms sur X, puisque celui-ci a une tête de slime justement, un être créé par Toriyama Sensei pour la série de jeux Dragon Quest. Sinon, pour en revenir à notre histoire, ce Super Majin Laimus est, au dire de Kaioshin, la plus haute autorité de l'univers. On ne nous parle pas de Zenho dans cet épisode créé pour Dragon Ball Super, on ne sait donc pas s'ils ont un lien de parenté ou comment se passe la cohabitation, si jamais il y en a une. Ce n'est qu'après la création de ces nombreux univers que les Majin des divers Makai ont commencé à sortir dans le monde extérieur pour s'y installer. Laimus a alors choisi quelques Glinds et les a envoyés dans chaque univers afin de les superviser. Les autres Glinds ont émigré sur une planète située non loin du lieu où se trouve Laimus. À cette époque, on pouvait voyager librement entre chaque monde via les warps, mais Abula, le père de Dabra, qui doit son nom à la formule magique Abracadabra évidemment, et au mot Abula qui signifie graisse ou lard en japonais, en a restreint l'accès car il craignait l'invasion d'extraterrestres. L'avenir lui a finalement donné raison. Les derniers Glinds, encore dans le Makai à cette période, l'ont quitté en se rebellant contre la cruauté d'Abula, et Nahale est devenu Kaioshin après ces événements. Et là, survient une grosse contradiction puisque quand Bulma a demandé à Shin s'il était encore dans le Makai à l'époque du roi Abula, celui-ci répondit que oui. Or, moins d'une minute avant, on le voyait sélectionné parmi les Glinds devenant des Kaioshin pour aller superviser les univers, à une époque antérieure à ça. Il y a donc encore une grosse zone d'ombre, et il ne vaut mieux pas se fier à ce plan, qui certes établit une continuité avec Dragon Ball Super et rend donc cohérent au moins les arcs Trunks du futur où on voit Goas, et Survie de l'univers où on voit tous les autres Kaioshin, mais est totalement incohérent avec ce que vient à peine de raconter Shin, et également avec le manga, donc l'œuvre originale Dragon Ball. Puisqu'à l'époque on savait qu'il y avait 4 Kaioshin, associés aux points cardinaux, plus un grand Kaioshin, qui était encore au-dessus, rien que pour l'univers 7. Ceux-ci ont en plus combattu Majin Buu à une époque reculée, 5 millions d'années avant l'âge, donc avant même le début du calendrier. Et seul Shin avait survécu parmi les 5 Kaioshin de l'univers 7. Aussi, que fait-on du vieux Kaioshin de l'univers 7 qui a été emprisonné dans la Z-Sword par Beerus 75 millions d'années avant l'âge. Autant de zones d'ombre sur lesquelles on va devoir revenir dans une autre vidéo, parce que sinon on pourrait facilement prendre 10-15 minutes de cette vidéo pour en parler. Ouais. Et notez cependant que les nombreuses espèces qui peuplent les univers ne sont cependant pas tous des descendants de Majin comme l'explique Shin, puisque nombreuses sont celles qui sont nées et ont été créées après leur immigration dans les univers. Enfin, les arbres Glind de la planète Kaishin seraient apparemment tous morts. Plus aucun Glind ne peut donc naître, ce qui signifie que leur espèce cessera d'exister à l'instant où le dernier représentant en vie mourra. On va voir les quelques références que fait cet épisode aux anciennes séries ou aux autres œuvres Dragon Ball, avec d'abord Majinku qui tente d'exécuter une attaque qui ressemble beaucoup à l'Hyper Tornado de Paikuan. La différence étant que contrairement à Paikuan, celui-ci se rue sur son adversaire tel une trombe et n'utilise pas sa technique pour lacérer son opposant à distance. Goku qui combat la police militaire, c'est grosso modo Goku qui affronte l'armée du Red Ribbon dans Dragon Ball, au point même où je me suis demandé si ce genre de scène n'était pas justement pour nous donner un avant-goût de cette bataille avant un éventuel remake. Ou alors c'est juste pour le clin d'œil, je sais pas, mais très franchement, je vois pas comment ils pourraient pas faire un remake de Dragon Ball, de toute façon. Ouais, clairement, très clairement. L'animation de ce passage où Goku s'accroche à l'avion est d'ailleurs très caractéristique des quelques animations simplifiées que l'on pouvait voir dans la série Dragon Ball au moment où nos héros essuyaient des tirs ennemis, et ce n'est évidemment pas la première fois que notre héros s'accroche à l'habitacle d'un véhicule et y colle sa tête. Ça commence à devenir une constante dernièrement. Pansy aurait d'ailleurs pu finir comme Paragus dans cette scène où le Kraken attrape l'avion. Heureusement que Goku était là. Goku et Pansy qui sortent in extremis de la bouche d'un monstre géant qui allait les avaler, ça nous évoque naturellement l'épisode 6 de Dragon Ball GT dont j'ai déjà parlé, et où Goku sort lui aussi in extremis de la bouche du géant de la planète Monde Masse, alors qu'il allait se faire avaler. La scène des retrouvailles en plein ciel est identique, d'autant que là encore une Dragon Ball est en jeu, celle que Pansy a été cherchée. Tout comme lorsqu'il est arrivé sur la planète Namek, Piccolo ressent une certaine familiarité avec la planète des anciens Namek dans le deuxième Makai. La scène est d'ailleurs similaire avec l'emphase sur le ressenti du Namek, si ce n'est que cette fois, il n'est plus seul et il est rapetissé.
Sinon, les Namek semblent décidément être associés avec les plantes, les Agissa, mais aussi la faune dangereuse. Et l'avez-vous remarqué, puisque le Kraken n'est pas le seul être vivant dangereux habitant à proximité de chez eux. On avait déjà de gros animaux, des monstres dangereux, des dinosaures, des animaux de taille démesurée, dans la série Dragon Ball Z. Voilà pour ces petits récaps informatifs. On va voir maintenant nos commentaires, ce qu'on a à dire sur cet épisode. Et il y a beaucoup de choses à dire. À commencer déjà par la fin de la contrainte de l'air lourd. Quand Glorio nous dit en gros, il n'y a pas d'air lourd donc on peut voler plus vite. En gros, littéralement, il est en train de nous dire à nous spectateurs, c'est bon, les épisodes maintenant les gars, ça va avancer beaucoup plus vite. Je trouve ça un peu léger, un peu facile, mais je vous propose de reparler de cette contrainte de l'air lourd tout à l'heure, parce qu'on a des choses à dire. Ouais, tout à fait, on a des choses à dire. Ouais. Après, il y a la scène d'Ibis, Ibis qui se dispute avec Vegeta au cours d'une scène comique. Bon, ça, c'est frais, hein, évidemment, ça amène un peu d'humour. C'est dans la continuité de ce qu'on avait dans les autres épisodes. Mais franchement, heureusement qu'Ibis, c'est un gamin. Parce que si c'était pas le cas, ce serait un gros pointeur quand même. Parce que Bulma rajeunit, ouais, tu veux pas devenir ma copine, etc. Bon, ça sert le gag, hein, c'est pour le truc avec Vegeta et tout, au cours d'une scène comique. Mais bon, tu vois que Ibis, c'est un personnage un peu léger aussi, tu vois. Ouais, il est là pour détendre l'atmosphère. Et puis, il me fait délirer ce personnage. Il est tellement à côté de la plaque entre, tu vois, ce qui se passe, la gravité des faits et ses propos. Et il apporte cette légèreté qui me fait péter des barres. Donc, qui reste comme ça, Ibis, c'est bien. Sinon, Shin rappelle que Goma a certainement une idée derrière la tête avec Dende et avec son enlèvement, effectivement. Hein, puisqu'il veut faire de lui le prochain Namek qui créera des Dragon Ball dans le Daimakai. Ce qui montre bien, encore une fois, que ni Goma ni Deges ne sont en mesure de vaincre les Tamagami. Hein. Si vous en doutiez, bon, c'est cette fois avéré. Quel que soit leur pouvoir. Et le combat entre Majin Buu et le Tamagami Number One, de toute façon, montre bien ça. C'est pas si facile que ça, finalement, d'obtenir une Dragon Ball, même si on a vu Goku rouler largement sur le pauvre Tamagami Number 3. On voit la difficulté que c'est. Et j'ai trouvé, avec ce combat, bon, certes, ça permet de renforcer ça, hein, mais j'ai trouvé quand même le Majin Buu décevant. Parce que on en attendait peut-être pas grand-chose. Dans les prédictions de Baba, j'ai quand même dit ça. Ça sera pas le cas. Et imaginez la grosse surprise, c'est qu'en fait Majin Buu se fait laver le cucu. Voilà, et que finalement il perd contre le Tamagami et finalement ça force Alinsu à faire d'autres Majin. Pourquoi on vous dit ça? Mais je m'attendais à ce qu'il utilise au moins un pouvoir de Majin Buu, son absorption, je sais pas, qu'il fasse un truc, tu vois, il a même pas tenté des trucs comme ça. Normalement il peut se régénérer, là il abandonne bêtement et c'est juste un prétexte au gag finalement. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai trouvé qu'en fait, on avait un combat qui était, alors, paradoxalement court et long, c'est-à-dire court vis-à-vis de ce que ça peut représenter pour le scénar, et long parce qu'il se passe rien en fait. On a vraiment comme tu dis, un acharnement qui sert la puissance du Damagami Number One, mais qui dessert totalement Majin Buu. Tu te dis, tu t'es donné à fond, ou t'as fait semblant, t'as fait le gag, tu lâches l'affaire, t'abandonnes. Bon, ça nous donne un petit peu d'humour, on y reviendra un peu, mais en mode, ouais, bon, finalement, j'arrête. Mais je sais chanter, en fait. Si tu veux, je peux te servir des entrecôtes à table aussi. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus... soit une défaite assumée, ou une victoire, mais cet entre-deux-là, je sais pas. Je suis en dents de scie, en fait. C'était bien, il y avait de l'action, mais... ça n'a pas servi à grand chose. Il nous a un peu déçus, Majin Buu. Ça a servi ici à ce qu'Alinsu va très certainement aller faire. Faire un autre Majin, je suppose. De toute façon, allez voir le dernier épisode des prédictions de Baba, il y a pas mal de choses qui se recoupent. Mais oui, grosse déception, c'est un pétard mouillé ce Majin Buu. Et il y a autre chose qui est bizarre dans cette scène, c'est que Goma et Deges n'entendent pas qu'il y a un bordel absolu aux abords du palais. Alors je veux bien qu'ils sont en train de regarder ce qui se passe dans le deuxième Makai, mais c'est quand même très pratique. Puisque du coup il ne voit pas ce que fait Alinsu. On a vu tout à l'heure que, comme il a demandé à ce que toute la police militaire se regroupe dans le premier Makai, forcément il s'attend à ce que Goku et les autres débarquent, tu vois. Mais tu vois, il a vraiment aucun doute, il a aucune suspicion sur d'autres personnages, et il peut se passer n'importe quoi, il peut se passer des attentats dans son palais. Écoute, le gars il va pas bouger, il va pas broncher, et même les gardes sont complètement à côté de la plaque, je sais pas combien ils sont. Mais là il y en a que 2 qui arrivent. Pour regarder un palais royal, celui du Daimao, je trouve que c'est peu. Et ils arrivent en plus de ça en retard. Le combat, il a eu le temps de se dérouler et de se terminer, tu vois.
Ouais, bah, avec des morceaux du palais qui explosent, qui se détruisent. On a quand même, comme tu le dis, c'était pas un petit combat, à la Tenkaichi Budokai avec, juste des mecs qui se font quelques prises martiales, tu vois? On a quand même eu, des Kikoran, des attaques, tu soulignais tout à l'heure, à la, Paiko One Piece et tout. Là, ça fait du bruit, wesh. Non, Tu tout fais va bien de bien. souligner Bon. le Tenkaichi Budokai parce que justement j'ai noté un autre truc bizarre. C'est qu'à ce moment-là, du coup, t'as Goma et Deges qui regardent ce qui se passe dans l'univers 2. Il y a Goku qui mène son assaut façon armée du Red Ribbon contre la Kempetai, donc la Ouais. police militaire. T'as Goma, Deges qui sont stupéfaits par le niveau de Goku en mode oh là là là, il est trop fort et tout, il va nous mettre à mal et tout. Arrêtez. Là, ce qu'on a vu de Goku, il le faisait déjà dans la série Dragon Ball, c'est pas plus, pas moins que le niveau déjà qu'il montrait à 12-13 ans quand il combattait l'armée du Red Ribbon. Donc si eux, des Majin comme ça, ils sont aussi stupéfaits et aussi apeurés face à un tel level, bah faut même pas qu'ils essaient d'imaginer un peu ce qui les attend par la suite, hein, parce qu'ils ont rien vu là. Ouais, c'est pas, je trouve pas ça cohérent entre la dangerosité qu'on nous vend de Goma et la peur qu'a Goma à voir, Goku, se mouvoir, de la sorte. Juste ce qu'il a vu. Il aurait dû avoir cette réaction face, à la limite à un Goku Super Saiyan 2, tu vois? Là, il suffit: «Oh là, c'est quoi ce délire?» Mais Bah pas ouais. là. Il aurait été Non, stupéfait, tu arrête. vois, s'il avait vu le combat, tu vois. Il y a des trucs qui sont mis dans le désordre, et vous allez voir que plus on avance dans le descriptif et qu'on rentre dans les détails, il y a pas mal de choses qui ont été mises un peu à l'envers. Notamment cette scène. Le Kraken, franchement, il est dangereux. Il n'y a Ouais. pas à dire, il y a un petit enjeu, je le conçois. Ouais. Mais de là à ce que Goku oublie qu'il a le déplacement instantané, donc il aurait pu sauver Panzi en une fraction de seconde, déjà. Et de là à ce qu'ils disent à Vegeta, Ima no Oratachi ja chotto muri da to omozo, donc je pense pas que dans notre état actuel, il nous est possible de rivaliser. Franchement, pour moi, c'est totalement incohérent. Le gars, tu viens de le voir, il y a 2 épisodes en train d'éclater le Tamagami Number 3, Super Saiyan 2, tout le tralala. Il peut utiliser son plein potentiel sous une forme juvénile, donc c'est pas le potentiel qu'il a sous une forme adulte. D'accord, mais là il le connaît, et il n'y a plus l'air lourd en plus de ça. Il n'y a plus l'air lourd, on vient de nous le dire, Glorieux, quelques phrases avant. Donc franchement, il y a plus rien qui le retient d'éclater le monstre. Flipper devant ça, je comprends pas. Je comprends pas, d'autant plus que même s'il se faisait avaler, il pourrait totalement le faire exploser de l'intérieur en se transformant. Donc là, si c'est pas la peine d'essayer pour lui, contre ce Kraken, comme il le sous-entend, bah franchement, abandonne tout de suite Goku, hein, va même pas affronter les Tamagami qui sont beaucoup plus puissants, tu vois. Donc je comprends pas Ouais. trop cet aménagement là dans cet épisode. Ça veut rendre puissants, des ennemis, des monstruosités, lambda qui apparaissent dans les épisodes, mais ça déforme toute forme de cohérence, en fait, et c'est vraiment dommage. Tu viens de le dire, je répète pas, Super Saiyan 2 et en plus, si encore, tu vois, même le déplacement instantané, on l'avait pas encore vu. Qu'on se dit: «Bon, il peut peut-être pas l'utiliser sous sa forme, juvénile». Ah, admettons. Il vient de le faire là, il y a 2 épisodes, quand, il y a eu la police militaire qui ont voulu fouiller le vaisseau et tout. Épisode Donc 7. arrête! Tu te dis. Et encore pire avec cette histoire d'air lourd, parce que dans ma tête, je me suis dit, et en référence à une note que j'ai notée le 6 novembre, j'ai retrouvé le document pour te dire, présence de l'air lourd égale entraînement du corps de Goku. Donc quand tu retrouves un air léger, c'est le concept même de Dragon Ball, hein, il utilisait des lestes, bref, la gravité, toutes ces choses-là. Il va être encore plus ouf que ce qu'il vient de faire juste avant. On te dit l'inverse, pile l'inverse. Et clairement, moi je vais te dire, ce Kraken, je l'aurais vu à la base dans la mer de la mort, là, je sais plus comment ça s'appelle. mer des du ténèbres. troisième, la mer des ténèbres, à la Bah à la limite, et place je l'avais de noté l'espèce aussi. de spermatozoïde géant qu'affronte Glorieux, tu vois. Tu l'aurais mis Voilà. là, ça aurait eu plus de sens parce que il aurait fait figure de véritable menace pour nous. Dans le sens où Goku, à l'époque, dans le 3ème Makai, n'a pas encore développé tout son potentiel, il s'est pas encore transformé en Super Saiyan, il s'est pas encore transformé en Super Saiyan 2, on l'a pas vu. Lui-même doute, n'est pas conscient qu'il peut accéder à nouveau à ces étapes, et il y a l'air lourd. Donc là, oui, il y aurait totalement tous les éléments qui auraient permis d'avoir une vraie menace avec le Kraken. Là, le maître, à ce moment-là où Goku, bah, on sait que maintenant il surdomine tout et que les Tamagami, bah, c'est peut-être pas un obstacle aussi infranchissable, j'ai envie de dire, bah, le Kraken... Et la phrase de Goku, du Ouais, coup, est non. totalement incohérente, tu vois. Et même Shin et Glorieux, j'ai pas compris pourquoi ils bougent pas. Shin, on l'a vu, on les a vus combattre en plus. Épisode 7, t'en parlais. Je veux dire, ils nous ont fait des démonstrations. T'aurais pu nous montrer un peu, bah, je sais pas, les deux qui réagissent ou pas. Donc j'ai pas trop compris. Et pour revenir sur ton histoire de pouvoir réfréner avec l'air lourd, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, attends, le truc de l'air lourd, il tombe là. On nous dit qu'il n'y a pas d'air lourd dans le 2ème Makai. Donc ça veut dire que les anciens Namek et les Glind ont grandi avec un air normal. Pourtant, ils sont puissants, hein. Que ce soit les Namek ou les Glind, à l'échelle des humains normaux, sont quand même redoutables. Donc ça veut dire que
les Majin, tout pourris là, du 3e Makai, eux, ils sont constamment réfrénés et ils vivent avec ça. Mais ils devraient être autrement plus forts que les Majin finalement du 2e Makai, dans ma logique en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais si tu vis avec des contraintes, à un moment donné, t'as plus de résistance, t'as plus de force peut-être. Là je comprends pas pourquoi ils étaient aussi pourris dans le 3e Makai finalement, et que dans le 2e Makai, t'as des entités supérieures alors qu'ils ont jamais eu de restrictions finalement dans leur vie. Ouais, c'est pas. En fait, véritablement, cette histoire d'air lourd, ils auraient dû le mettre au 2e Makai. On aurait dû arriver dans le 3e avec peu de différence. À la limite, Goku qui se cherche enfant, et t'arrives dans le 2e Makai, et là, t'as des entités autrement plus puissantes, les Namek, les Glind, qui ont vécu avec cette contrainte. Goku qui vient de se prendre sur les épaules cette contrainte. À la limite, tu dis, oh putain, je me suis pas encore habitué à cette contrainte, l'air, elle est lourde. Là, je sais pas si je peux me faire le Kraken. Connerie. À la limite, tu vois, tu peux. Mais là, en fait, tout est inversé. Et en fait, il n'y a rien de cohérent. Tu sens que c'est pour accélérer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction. Mais grosso modo, en fait, l'air lourd, il est juste là pour dire, il est plus là, on accélère maintenant. On est moins ralenti, on vole plus vite, donc on va aller plus vite dans le scénario, les gars. C'est juste ça, et c'est dommage. Aussi. Et on va plus vite dans le scénario, quitte à bâcler des éléments qu'on attend. Et ça, je vais vous dire, je trouverais pas ça normal si on va pas sur la planète Kaishin. Si on ne va pas sur cette planète alors qu'on nous la tease depuis des épisodes et des épisodes, alors là franchement là je vais pas accepter. Parce que là t'as à un moment donné, c'est qui pose la question, c'est Vegeta je crois, qui dit, ou Bulma qui dit ouais tu veux pas aller sur la planète Kaishin, elle est pas très loin etc. Il fait non elle est loin, de toute façon il y a plus rien. Franchement Shin, si c'est pour nous faire tout ce teasing et au moment où t'es dans le 2e Makai on n'y va pas, là je vais un peu rager. Parce que le lore c'est bien, mais l'expo et vivre le truc c'est encore mieux. Je veux dire, parce que là l'expo qu'il nous a faite à base de plans fixes des arbres Glind, il aurait pu nous le faire, il n'y avait pas besoin de venir dans le Daimakai en vrai, il n'y avait pas besoin de toute cette aventure. Tu pouvais nous faire la même expo, le gars il est au royaume des Kaioshin, il nous passe les mêmes plans fixes, ou alors quand il mange ses beignets au sanctuaire de Dieu, c'était pareil, nous fait pas venir dans le Daimakai. Donc franchement, si on n'y va pas, pour moi ça serait une grosse déception. Ah, je ne peux que rejoindre ta déception. On nous a pris je ne sais pas combien de temps de l'épisode pour nous parler d'un vieux Kraken qui crée de l'incohérence. Mais alors, la planète Kaishin, autrement plus importante, excusez-moi messieurs, dames, non. C'est comme si, tu vois, je sais pas moi, t'es fan d'Urbex, et t'as un gars, il te tease qu'à l'autre bout du monde, de là où il vit, il y a une maison hantée absolument incroyable. C'est le truc, mais ça reste une légende. Tu vois. Il fait un voyage dans ce pays. Il est à 100 mètres du dos. Et puis ils font, il y a en vlog comme ça, on va y aller. Non, mais non, y a rien dedans en fait. Hein. Ouais, non, il y a rien, on n'y va pas. Il y a plus rien, arrête. On n'y va pas. Qu'est-ce que tu fais ? J'avoue. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, véritablement, j'espère que c'est juste reculé pour mieux sauter parce que déjà, Pareil. Cet épisode était rythmé de fou et qu'il y en a eu trop. Ils se sont dit, on va pas le mettre dans cet épisode, on trouvera une pirouette, je sais pas, scénaristique où on te dira. Genre, il leur manque un truc, tu sais, pour vaincre le Tamagami, prochain épisode ou sur épisode, et ils ont besoin d'aller sur la planète Kaishin ou quoi. J'espère. On va aller voir un peu le staff, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps pour cette review. Réalisation Kan Murakami. J'ai trouvé qu'il a fait un épisode très propice au lore. Vous le connaissez, ce réalisateur, puisqu'il était déjà épisode directeur sur l'épisode 4. On observe donc le roulement des équipes qu'on va retrouver, et notamment avec ici le retour d'une partie du staff de l'épisode 4. Vous allez voir. On avait Yoshitaka Yashima qui était de retour au storyboard. Ça faisait quelques épisodes qu'on ne l'avait pas vu au storyboard, cet animateur, qui était du coup présent sur la série Dragon Ball Super, notamment, et de retour. Storyboard clean, pas de truc trop compliqué non plus, c'était sympa, sans être exceptionnel. Je suis d'accord avec toi, je trouve que ce duo a fonctionné pour l'expo générale, voilà, découvrir des choses, c'était bien, voilà, je n'ai pas plus à en dire. On va passer à l'animation. Animation avec énormément d'animateurs, plus encore qu'à l'accoutumée, et notamment en Nigen, donc Nigenga, avec énormément de staff. Le tout supervisé par Kaori Saito, une animatrice qui a quand même pas mal d'animés à son actif, mais qui dirige ici son premier épisode sur Dragon Ball Daima. Difficile donc d'établir son style, qui vient fraîchement de popper pour nous. Elle a cependant déjà discrètement réalisé des animations clés sur l'épisode 5, et revient ici pour en faire aussi quelques-unes au milieu des très nombreux animateurs clés. Animation justement sur laquelle on va revenir maintenant. Et on commence avec Shuichiro Manabe, animateur popularisé chez nous avec la série Dragon Ball Super, et connu pour son style explosif avec ses mouvements très rapides, ses effets venteux, et ses micro-arrêts sur image au moment de l'impact des coups.
Après l'épisode 4 où il a animé le combat de Glorio contre le monstre de la mer des ténèbres dont on a parlé tout à l'heure, ou encore sa courte animation de transfo en Super Saiyan pour Goku dans l'épisode 8, il revient avec cette fois une autre animation de combat, celle du début où on découvre les mouvements peu orthodoxes de notre Majin-Buu. C'est donc lui qui nous met dans le bain, et bien que ce soit l'histoire et le storyboard qui veuillent ça, le combat lui suit une bonne animation, on a de bons échanges de coups et ça vaut quand même la peine de voir ça. Et puisque c'est rapide, explosif, je trouve en tout cas que ça ressemble quand même à un vrai combat de Dragon Ball. Ouais, bah, je pense que heureusement qu'il était là, en vrai. Qu'il a nourri beaucoup plus d'intérêt pour ce combat que qu'il apporte réellement, je trouve. Ouais, c'est pas le combat de l'année, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, en termes de qualité d'animation, il y avait quand même un bon staff. On a ensuite Yuichi Karasawa qui nous a animé les Kikoha multiples de Ku ou encore l'attaque de la trombe du Majin qui échoue. Karasawa, vous le connaissez aussi, puisqu'on l'a vu sur la deuxième animation du combat entre Goku et le Tamagami Number 3. Il était également sur Dragon Ball Super et c'est cet animateur souvent associé au changement de plan rapide, aux multiples débris et aux effets des Kikoha que vous connaissez. Vient ensuite un nouvel animateur sur la série, Levent, un animateur allemand qui a partagé son expérience sur X et il nous dit qu'il l'a animé sur cet épisode il y a déjà un moment et se souvient qu'il n'en revenait pas quand on lui a annoncé qu'il y participait. Il déclare aussi avoir réalisé la scène du rush de Majin-Buu sur le Tamagami avec sa danse aérienne et ajoute qu'il a eu l'idée de faire sauter le Majin plutôt que simplement le faire courir vers le Tamagami. Et remercie Nakatsuru, le character designer de la série, qui a corrigé plusieurs de ses plans et a eu l'idée d'incorporer le passage où Majin-Buu tire la langue, façon Majin-Buu pur. L'event, vous l'avez aussi peut-être vu sur One Piece, puisqu'il était aussi présent durant l'arc Egghead récemment. Ou encore sur Chainsaw Man, où il nous a fourni une animation d'un naturel incroyable. J'ai aimé son apparition ici, même si pour moi elle n'était pas au niveau des deux animés dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque beaucoup plus courte déjà, mais je ne peux que souligner cette petite animation détaillée qui nous propose tout de même de gros changements de posture à quasiment chaque image, rendant le tout extrêmement vivant. On en a parlé brièvement sinon, mais sur cet épisode on a du coup pas mal de corrections de Katsuyoshi Nakatsuru, la référence pour ce qui est des designs des personnages, il a corrigé de très nombreux plans, rendant cet épisode un peu plus homogène que ce qui n'était réellement à la base avec la supervision de Naohiro Shintani, connu lui pour laisser briller les différents styles graphiques des animateurs comme on l'a vu sur Dragon Ball Super Broly justement, qui était très hétérogène. Lui était donc directeur en chef de l'animation, c'est à lui qu'incombait la supervision globale de l'animation de l'épisode, la cohérence graphique, le timing, le lead des équipes d'animation, etc. Et vous le connaissez pour avoir été notamment le character designer unique de ce film Dragon Ball Super Broly. Il a ce style rond et cette animation pleine de vie et de fraîcheur comme on a pu le voir sur l'épisode 4 de Daima notamment. Et il a aussi travaillé sur One Piece et sur ce trailer Dragon Ball réalisé pour les 60 ans du festival d'Annecy en 2021. On le reconnaît à son style flat, avec peu de reflets et d'ombrage interne, rond et à son animation vivante et rebondissante. Vous pourrez remarquer aisément les différences de style entre Nakatsuru, extrêmement fidèle à Toriyama Sensei, et celui de Shintani, plus rond, plus épuré disons, avec moins de détails, en tout cas plus simple sur cet épisode on va dire. Et sinon pour terminer, on va voir aussi ce qui était le moins bien. Pour moi, c'était peut-être cette animation là du rush de Goku contre la Kempeitai, pourtant corrigée ci et là par Shintani. Mais la séquence d'animation de base, bon, c'est pas la plus fluide et la mieux animée de l'épisode, j'ai trouvé. Nakatsuru, heureusement qu'il était là. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette sensation véritablement qu'il a homogénéisé beaucoup de choses. À un moment donné, je me suis dit, tiens, qu'il a, ah tiens, c'est lui ou il s'est corrigé, tu vois. Je me suis posé plusieurs fois la question, mais j'ai reconnu ci et là beaucoup d'interventions de Nakatsuru. Donc, heureusement, pour l'homogénéité, sauf si après on préfère l'hétérogénéité, comme tu l'expliquais avec Shintani, mais pour le coup, il y a une cohérence beaucoup plus forte, en tout cas sur toute une série, et pour le coup, c'est pas pour me déplaire. Et je m'attendais pas à le voir autant présent sur Daima, sur Dragon Ball GT, il était beaucoup moins, alors qu'il exerçait le même rôle de character designer, tu vois. Donc c'est cool. On va voir la bande son rapidement avec Kosuke Yamashita, toujours le compositeur, on va pas changer de compositeur évidemment. Bah j'ai noté le retour de la zig de la Kempeitai, la police militaire au moment où ils se font tirer dessus. Voilà. Classique. Sinon on a une grosse musique chelou à la sauce Dragon Ball Super lorsqu'on s'approche de la planète des anciens Namek. C'est pas le thème qui m'a le plus plu, je t'avoue. C'était limite assourdissant, tu vois. Moi, j'ai bien aimé la musique du combat. Limite, dans les 3 minutes et tout, t'as tout de suite.
Ouais. avec donc l'ambiance un peu. J'ai trouvé que ça collait plutôt bien. Tu avais une harmonie, tu vois, une instrumentalisation qui était propice à un ennemi qui affronte un Tamagami, tu vois? Il y avait un côté un peu Bresson, le ciel rouge. Puis, ah, c'est pas mal. Il y a un truc qui nous emmène. Voilà. Et au niveau des voix, bah, les voix sont plutôt bonnes, hein. Le Tamagami Number One a son seiyuu, c'est Hiroki Takahashi. Alors c'est un homonyme du chanteur de l'opening de Dragon Ball, mais c'est pas le même. Lui c'est le seiyuu, Hiroki Takahashi. Il a doublé Hisoka dans les OAV Hunter x Hunter de 99, donc pas la série récente. Sinon sur la série récente de Hunter x Hunter, c'était Pariston, donc en 2011. Il faisait Eiji Kikumaru dans The Prince of Tennis, ou encore Ryu dans les jeux vidéo Street Fighter. Il a une bonne voix, je trouve, pour le Tamagami. Ouais, et puis bah toujours aussi efficace, hein, Tomokazu Seki pour Majin Ku, qui dit Ku à chaque fois qu'il crie ou chaque souffle. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Couh, il tombe, couh, il fait un Kikora, couh. Je trouvais ça bien, parce que c'est l'un des rares points, je trouve, qu'on peut corréler avec le Majin Buu pur, à part ses poses de combat débiles, qui se rapprochent aussi de ce que faisait Majin Buu pur. Il se battait de manière cas sociale, pas autant danseuse que ce coup, mais non, disons qu'il était dans le délire, quoi. Il prenait pas le combat au sérieux. Ça, on le retrouve avec le personnage. Et sinon, un truc qui m'a fait bader. Je me suis dit, oh, le Kraken, ils ont utilisé le même effet de voix que sur Loud dans Dragon Ball GT. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais si c'est fait exprès, il y a un souci du détail, il y a un souci dans la référence qui est franchement extrêmement forte. Ouais, je pense que c'est en tout cas fortement inspiré. Si se sont refait GT en parallèle pour s'inspirer de certaines choses, parce que bah on l'a dit suffisamment dans ces reviews, ils sont tombés sur ça, ils ont fait oh, ce serait bien de leur utiliser cet effet et tout. Puis ouais, ils sont peut-être dit bah, Kraken c'est pas bien. Va savoir si ça s'est pas fait comme ça. On va passer du coup à la conclusion, notre avis général sur cet épisode. Alors rassurez-vous quand même, contrairement à ce que peut-être, vu qu'on a souligné pas mal de points qui étaient à souligner, on n'a pas non plus un avis négatif de ouf. Parce que je comprends que parfois on peut dire ah, vous avez souligné ça, en fait vous aimez pas. Non, mais il fallait souligner les soucis de cet épisode. Tu l'as noté et je te rejoins sur ça. Pas mal d'humour finalement déjà en point positif dans cet épisode. Ouais, bah Goku qui veut faire embarquer tout le monde, alors que dans le dernier épisode, bon, il voulait les laisser en plan. Finalement, tout le monde monte dans l'avion du roi Kadan et c'est le premier à se plaindre du fait qu'il n'y a pas de place. Majin Buu, son style de combat ridicule, on en a parlé. Le passage où il dit qu'il est quand même rapide, donc il peut rendre des services à Linsu et il peut aussi chanter, attention. Il y a aussi les gags avec Vegeta, High Beast, tout ça. Il y a pas mal d'humour, il y a pas mal de scènes d'humour. On retrouve bien la patte Toriyama là-dessus. Et il y a aussi un meilleur rythme, je trouve, que sur le début de la série. C'est un peu plus effréné, mais un bémol quand même, c'est que ça laisse du coup peu de place à la tension, parce que là, même si elle devrait exister avec le Kraken, toutes les explications qu'on vous a données tout à l'heure font qu'elle est du coup délestée. Tu peux pas avoir de la tension si tu te dis, bah ouais, mais il a le déplacement instantané. Ouais, mais Goku, il est plus fort que ça, on l'a vu il y a un épisode ou deux. Tu vois, et du coup ça te l'enlève. Mais sinon oui, c'est dommage qu'il y ait eu ces zones d'ombre en fait, hein, des zones d'ombre sur des incohérences potentielles qui restent à déterminer, attention, sur certaines, et sur lesquelles je pense on reviendra dans une vidéo plus complète parce que va vraiment falloir s'attarder sur cette affaire de chronologie, parce que je redoute. Ouais, je suis d'accord avec toi, je redoute aussi, c'est les petits points qui me chafouinent. Faut pas qu'on vienne créer des incohérences. Alors autant avec DBS, je m'en fous un petit peu parce qu'on peut considérer Daima comme quelque chose tout à fait à part. Mais s'il commence à y avoir des grosses et des énormes incohérences, même avec l'œuvre originale, le manga, les trucs et tout, bon, on verra. On en reparlera du coup dans cette vidéo dédiée. Et dernier point positif, et puis après vous nous direz vous aussi dans les commentaires, j'ai trouvé que finalement cet épisode, malgré ses incohérences, tu vois, on voyage quand même beaucoup. C'est un rythme, tu l'as dit, intense. Mais on ne peut plus plonger dans le Makai. Ah, là, on ça passe vite. Des environnements, le palais, la flotte, le deuxième Daimakai, on est dans un environnement très vert, c'est la mer, on a Namek, bon, on va pas sur la planète Kaishin, mais on en parle, on a envie d'y aller. On est dépaysé, on voyage. Là, pour le coup, je peux pas lui enlever ça. On voyage, il y a de l'action et il y a du lore, donc c'est ça qui nous a plu dans l'épisode. Et on vit diverses émotions. Après, si on s'attarde effectivement sur le scénario en lui-même, comme on l'a dit, il pêche par certains endroits. Et on reviendra sur le cas de Neva, parce que je sais que vous attendez une petite réflexion de notre part sur ce sujet, dans les prédictions de Baba. Donc suivez bien le prochain épisode qui sortira, le prochain épisode des théories. On reviendra dessus. A très vite, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la pour faire connaître toutes ces informations, ces réflexions également qui sont importantes, je trouve, par rapport à la continuité, on va dire, de Dragon Ball, et à très vite sur DB Times. Vos vidéos sur Dragon Ball Daima. Matane. Là, en tout cas pour celle-là.